Thierry Hervé, responsable du service donc, qui est juste au-dessus, qui est la maternité des Diaconaises depuis maintenant 23 ans. Donc ça commence à faire un petit bail. On a un service d'AMP aussi qui tourne depuis là aussi 25 ans de façon correcte. Et je pense que je sais, peut-être qu'ils auront le temps de venir ici, enfin certains de l'équipe passeront. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Parce qu'il y a maintenant un certain nombre d'années, un jour, j'avais en salle de travail, et c'est un secret pour personne, une personne qui s'appelle Laure Camborieux qui a monté une association, et donc, vous savez que de temps en temps, l'obstétrique, c'est pas exactement comme on prévoit, et de temps en temps, pour éviter que les gens meurent, on est amené à faire des interventions un petit peu graves qui s'appellent une hystérectomie d'hémostase. Et le lendemain matin, donc on était un lundi, le lendemain matin, c'était un mardi, je suis allé la voir et je lui ai dit « Madame Camborieux, vous aurez des enfants ». Donc je ne sais pas ce qui à un moment m'a pris ce jour-là. En vrai, dans le hasard des publications, dans le British Medical Journal, était sorti un article donnant les 4 possibilités en Angleterre pour faire la gestation pour autrui, que sont l'absence d'utérus, Rokitansky, le fait qu'on le retire, donc on avait les gamines jeunes à qui on retire pour un sarcome, les hystérectomies d'hémostase, et puis de temps en temps des utérus dans lesquels, entre guillemets, on peut rien mettre, je mets des guillemets autour de tout ça. Et donc l'article arrive dans la nuit de lundi à mardi, et le mardi matin, je vais la voir, je lui dis ça, et depuis ça a fait son chemin. Depuis elle a monté Maya, depuis elle a passé le flambeau à Laetitia, depuis, voilà. Donc chaque fois qu'il y a eu besoin, j'ai toujours répondu présent, ça me semblait normal. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 3e journée. La précédente avait eu lieu à la fac, cette fois-ci on se met dans un endroit un petit peu plus cosy qu'une fac de médecine. En plus comme ça j'ai l'impression de vous accueillir à la maison. Donc on va échanger, je vais faire le modérateur, et ça va être pour mes petits camarades à côté, je vais de temps en temps être obligé de leur couper la parole de manière à ce qu'ils ne débordent pas trop, en sachant que je suis généralement plus bavard qu'eux. Et je vais passer la parole à Olivia Gary, qui est la rédactrice chef de... Alors avant on disait que Family, maintenant c'est Family, magiquement, c'est des choses qui changent. Sans lesquelles, alors là aussi on va faire le remerciement des sponsors, mais organiser une journée comme ça, je vous rappelle qu'aucun d'entre vous n'a dépensé rien du tout pour venir ici, donc il y a besoin d'argent derrière. Et donc je voudrais vraiment remercier toute l'équipe qui a œuvré derrière de l'industrie pharmaceutique. Il y a un stand de chez Merck qui est un laboratoire très impliqué en termes d'infertilité, qui ont répondu présent, RTL, etc. C'est pas simple à organiser, donc voilà, je voudrais les remercier. Je vais bien évidemment remercier mon institution et un homme sans lequel rien n'arriverait ici, qui est Francis Darmon, qui est caché tout discrètement là-bas, qui, vous verrez, c'est toujours un bonheur de bosser avec lui depuis plein d'années, comme ça je vais le faire devenir tout rouge encore une fois. Voilà, je me tais et je passe le micro à Olivia, et travaillons bien ensemble, on en a jusqu'à 17-18 heures. Merci Thierry. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je reprends le flambeau cette année après Cédrine Mayer, qui avec Laetitia Poisson, donc présidente de l'association Maya, ici à côté de moi, a lancé cette journée nationale pour lutter contre l'infertilité il y a 3 ans déjà. Voilà, on est à la 3e édition avec de plus en plus d'ampleur. C'est vrai que le magazine a changé et Family a rejoint Magique Maman l'année dernière. Donc nous sommes très heureux d'être là et d'accueillir cette année Laetitia Milo, qui est notre marraine sur cette 3e journée. J'ai eu une conversation, une interview très émouvante avec Laetitia, qui a écrit un livre qui est sorti cette année, au mois d'avril, si je ne me trompe pas, Le bébé, c'est pour quand ? Parce qu'elle a su témoigner en première, d'elle-même sur ses problèmes liés à l'infertilité et à la maladie de l'endométriose. Voilà, donc c'est, je pense, important pour le grand public d'avoir des marraines comme vous et des témoignages comme vous qui puissent porter encore plus cette cause qui touche aujourd'hui, je le rappelle, encore aujourd'hui, un couple sur 6 en France. Et on est là aussi pour faire avancer les choses avec Laetitia. Vous en parlera, Laetitia Poisson vous en parlera plus amplement. Mais c'est vrai qu'après 1982 et le premier bébé éprouvette, aujourd'hui, le constat est qu'en France, les choses n'avancent plus aussi vite qu'avant et qu'ailleurs, tout près de chez nous en Europe, la médecine a fait des avancées que nous ne sommes pas encore aujourd'hui en mesure d'avoir ici chez nous en France. Voilà.
Donc je passe le micro à notre marraine de cœur cette année, Laetitia Milo. Merci. Bonjour à vous tous. Déjà, je suis très heureuse et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette journée d'infertilité, effectivement, pour la 3e fois. Donc merci beaucoup déjà d'avoir pensé à moi. Merci à Onde de France également. Je suis la marraine de cette association qui lutte contre l'endométriose, qui est la première association qui a été créée pour lutter contre l'endométriose et pour la recherche. Et donc, voilà, effectivement, j'ai écrit un livre pour aider ces femmes à sortir de l'ombre, aider cette maladie à sortir de l'ombre. Voilà, on se bat, on est des millions de femmes à se battre contre cette maladie, qui malheureusement, 30 à 40% d'entre elles connaissent des problèmes d'infertilité. Et donc, du coup, voilà, j'essaie de me battre avec vous, peut-être qu'il y en a dans la salle, et en tout cas avec ces millions de femmes, et de sortir cette maladie de l'ombre. Et je continue. Et voilà, on a fait un spot publicitaire, il s'est passé des jeux télévisés pour récolter des dons, pour aider cette recherche. Voilà. Avant de passer le micro à Laetitia Poisson, j'ai juste un petit mot, c'est qu'effectivement nous avons des sponsors, nous avons Merck. Cet après-midi, on est chez Flavie Flamand sur RTL. C'est Laetitia qui a témoigné avec des journalistes de la rédaction Family Magique Maman. Donc on aurait dû les héberger ici en direct, mais c'était techniquement un peu compliqué. Mais ils nous ont fait l'honneur de nous aider aujourd'hui. Et nous remercions aussi Deuxième Avis, qui soutient l'infertilité aussi, qui sur son site a certains professeurs qui animeront aujourd'hui notre journée. Voilà, et Maya, surtout avec qui le partenariat est indéfectible depuis 3 ans. Merci de nous avoir tous fait confiance, parce que la journée, c'est quand même, vous êtes 340 personnes inscrites pour la journée, donc c'est énorme. C'est quelque chose qu'il faut gérer. Donc merci Kitri, parce que tu as fait un énorme travail, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe, merci à vous qui êtes là, merci aux intervenants, parce que sans vous, je ne peux pas faire grand-chose si vous ne venez pas avec nous. Et je voudrais aussi souligner qu'on est aussi dans la semaine de l'infertilité européenne. Maya appartient aussi à une association qui est Fertilité Europe, qui rejoint 24 autres associations au niveau européen. Et donc on est dans cette semaine. Donc il faut souligner que l'infertilité n'a pas de frontières. Et donc qu'importe le pays où on se trouve, il y a beaucoup de personnes infertiles. Et je voudrais aussi vous donner un petit témoignage au niveau de mon expérience. J'ai 21 ans de PMA avant d'avoir eu ma petite fille qui est présente dans la salle. Donc merci à la médecine. Merci beaucoup. Et alors juste aussi pour relayer sur les réseaux sociaux, nous avons notre tweet, la journée infertilité. Je compte sur vous pour relayer les mots qui vous ont plu, ce dont vous avez envie de vous faire l'écho. Voilà, merci. Bien. Donc c'est pas tout ça. Maintenant qu'on a fini avec les remerciements, je présente juste un programme histoire de ne pas faire de faute de goût dans l'ordre des intervenants. Voilà, c'est effectivement c'est tout ce que je voulais avoir. Voilà, très bien. Il en manque une, puisque Sylvia était arrivée ou pas? Je ne la vois pas. Bon, sinon je vais passer un petit coup de fil. Donc, est-ce qu'on commence tout de suite par Laetitia Milo qui reprend la parole? Non, il n'y a pas de retirer un mot, non, ça c'est bon, c'est fait. Voilà, donc on va dire. Non, mais c'est bon. Si vous avez des questions. On va essayer de grouper les questions un petit peu à la fin. Donc là, on est dans les temps, donc je vais directement passer la parole à Christophe Siffer, donc, qui est de Jean Verdier, qui est ici, donc c'est le beau brun barbu à lunettes. Transmédial, non, c'est bon, non, mais après c'est un peu en copinage. Quand on est ami dans la vie avec les gens qui sont là, c'est quand même beaucoup plus facile. Et qui va prendre la parole pour faire un petit point sur la PMA en 2016, un petit point rapide mais efficace. Je te passe la parole. Merci
Thierry, merci à tous. C'est toujours un plaisir. J'ai eu la chance d'être invité dès la première édition de cette journée de l'infertilité. Et c'est vrai que je crois que c'est une partie de notre métier d'être confronté finalement à notre patientèle, aux associations de patients, parce que je crois vraiment que beaucoup du pouvoir qui sera donné demain à la PMA dépend plus de vous que de nous, puisque barbu je suis, j'ai été radicalisé à la PMA dès que je l'ai touché. Ça a été pour moi une passion, et de fait, la passion a créé quelque chose d'enflammé qui fait que quand on a quelqu'un d'assez barbu comme moi qui demande à ce que les choses changent, on a plutôt l'intention d'avoir affaire à un intégriste. Donc la barbe, peut-être que ça explique les choses. Alors, un point sur la PMA en France, c'est vrai que la PMA en France est en souffrance, à mon avis, pas tellement parce que les patientes sont plus compliquées à manager ou parce qu'elles sont plus infertiles que les autres. Il y a là quelque chose qui tient des moyens que l'on peut ou veut donner à l'assistance médicale à la procréation, et je crois qu'effectivement la France passe à la traîne des idées de cette pratique, mais plutôt de l'application des idées qui est extrêmement compliquée en France, et on va essayer de ventiler en deux mots quels sont ces problèmes. Alors la PMA en France, c'est Dixit, l'agence de biomédecine, qui établit un rapport annuel sur les cycles qui sont effectués en France. Déjà, l'assistance médicale à la procréation, ça commence aux inséminations intra-utérines, après qu'un bilan évidemment ait été fait, mais je laisserai mes collègues gynécologues vous parler de ce bilan. C'est de l'insémination intra-utérine, différentes techniques avec une option ovarienne, et bien 50 000 cycles à peu près de filles d'ICSI qui sont réalisés annuellement en France, un peu plus d'ailleurs, maintenant on atteint presque les 60 000, pour un taux de succès qui est établi aux alentours de 20% de naissance par ponction, ce qui est faible au regard de certains pays européens, très faible quand on regarde la pratique américaine, et on peut essayer de comprendre pourquoi ces différences, très probablement, quand on voit la débauche de moyens américaine, à cette histoire de revalorisation, de valorisation financière de la fille. C'est un système assez privé des États-Unis, ce qui fait que, évidemment, tout est payant, donc on se doit d'avoir une prestation de service, pas commercial, de service, alors qu'en France, pour ceux qui pratiquent la PHP comme moi, la prestation de service, vous avez de très très bons médecins, mais effectivement autour, il y a quand même une pénurie que tout le monde ressentir. Alors ces 50 cycles sont globalement effectués pour 60% d'ICSI, et l'augmentation de la part d'ICSI qui, à mon avis, pourrait être injustifiée parce qu'il n'y a pas plus d'infertilité masculine, bien que, on va en parler là aussi, et le reste est de la fécondation in vitro classique. Bizarrement, la France est très très consommatrice d'insémination intra-utérine. On fait en Europe, enfin en France, pardon, plus d'un tiers des inséminations intra-utérines pratiquées en Europe. Alors cette exception française est peut-être liée aussi au système de soins où vous avez une espèce de dichotomie, de hiérarchie de prise en charge avec des médecins qui ont une première ligne de traitement accessible qui est la stimulation ovarienne et ou l'insémination, puis un deuxième volet comme une espèce de pyramide de la spécialisation vers la stimulation avec ponction ovarienne, et peut-être qu'effectivement cette première ligne de traitement n'est pas réellement justifiée, ce qui expliquerait qu'on fait beaucoup d'insémination. Le taux de succès de l'insémination en France est un peu n'est pas bon, il est inférieur à 10%, mais finalement au regard de ce qui existe dans les autres pays européens, place la France dans une moyenne, là encore, qui est ni bonne, ni moins bonne. Alors, quand je vous parlais de la situation française, elle est à mon sens un problème lié au fait des choix sociétaux qui sont effectués en France. On a des collègues ici espagnols qui pourront en parler. Il y a comme une espèce d'hypocrisie entre cette volonté à tout prix qui est loi de la gratuité des soins, de la non-marchandisation du corps humain, donc de la paupérisation du don, qui est une carte qui, croyez-moi, est effective dans beaucoup de pays qui ont une AMP qui fonctionne, j'entends, alors qu'en France, il y a comme une espèce de cheval de Troie, comme une espèce de parcours du combattant pour accéder au don,
ce qui probablement a comme effet de maximaliser, d'aller jusqu'au bout vers l'assistance médicale à la procréation intraconjugale, probablement de façon trop importante. Et le trop en AMP, c'est quelque chose, comme vous le savez, on a la médecine, on est tous des techniciens, on utilise des plateaux techniques, mes collègues gynécologues, les biologistes, on a un recours qui est à mon avis pas assez important en France, mais là aussi j'ai une collègue qui parlera, de l'accès à la consultation de psychologue. On voit bien qu'on a du mal, nous, l'assistance publique, à trouver des VAC, je veux dire, j'entends financer, c'est un vrai problème, et cette donc, gratuité des soins autour de cette volonté de créer ce parcours du combattant pour la donneuse, voire même pour la receveuse, qui va attendre 2 ans, fait que le système n'est pas extrêmement pertinent en France sur ces aspects-là. On pourra en parler si vous voulez. Sur le plan de l'AMP intraconjugale, par contre, c'est vrai que, vous voyez, il y a des pays qui fonctionnent en France, en Europe, sont des pays qui ont légiféré, y compris pour ceux qui ont un système de soins publics. Les pays qui ont les meilleures chances de succès en Europe sont par exemple les pays scandinaves. J'entends, je m'étonne, l'Espagne, parce que je voudrais parler des systèmes de soins publics. La gratuité des soins, c'est d'abord le système public. Ce sont des pays qui ont légiféré notamment sur l'âge de l'accès aux soins des femmes. Vous avez en Suède, par exemple, un âge qui est établi à 39 ans, date anniversaire, à partir de laquelle on sait très bien que les chances de succès diminuent. De fait, il y a participation financière demandée à ces couples qui pourraient être envisagés en France pour que justement il n'y ait pas une débauche de moyens vers des canaux qui sont peut-être un peu plus voués à l'échec que ceux qui pourraient en avoir besoin. Je pense qu'il y a en France beaucoup de choses à faire pour réorganiser ce don de l'ovocyte. Le don de sperme fonctionne globalement bien. Même si pénurie de donneurs et pénurie de donneuses sont le cadre finalement de la France. Alors, on est en train de parler du combat de l'infertilité. Le combat de l'infertilité, Sylvia Varese, quand elle arrivera, vous parlera des aspects environnementaux, mais on a des sentinelles finalement de perception de l'état de l'infertilité en France par ces sécos, qui sont, comme vous le savez, les banques de sperme et d'ovocytes réellement. Et vous savez que ces banques gèrent au quotidien des donneurs qui viennent de différents endroits de la France, des villes, des zones urbaines moins urbanisées, et surtout depuis les années 70. Et depuis 30 ans, on voit qu'effectivement, la norme spermatique, la concentration des hommes, des spermatozoïdes, des hommes donneurs, donc a priori encore fertiles en France, eh bien, entendez bien ce chiffre, était aux alentours de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre en 1970, et est passé à 40 millions. C'est encore normal aux yeux de l'OMS, mais vous avez une perte de 20 millions en moins de 30 ans. Ce qui pose réellement la question de l'impact environnemental et de l'évolution de nos sociétés urbanisées et occidentalisées, et évidemment pose question sur l'avenir. Alors, chez les femmes, on retrouve finalement un effet levier de l'âge, mais pas difficilement mesuré par les aspects environnementaux, si ce n'est par le biais d'enquête de style de vie dont j'allais dire, Sylvia a mis en place une enquête au niveau national, il y en a d'autres au niveau mondial. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le recul par les choix de société, là aussi, qui sont faits, de prioriser peut-être la carrière, aux yeux d'une société qui se veut de plus en plus trustée par les grands groupes. J'entends la société est faite aujourd'hui d'objectifs, y compris au niveau du monde du travail, qui font qu'on peut difficilement aujourd'hui envisager de mener, en tout cas vous êtes les vraies combattantes au quotidien de ces aspects, de combattre à la fois l'aspect maternel, l'aspect de la vie à la maison, puis l'aspect au travail. Le problème, c'est qu'effectivement, l'âge de la première grossesse recule, et de fait crée, puisqu'il y a lien avec l'âge, une augmentation par le biais de l'âge des femmes qui nous arrivent en consultation et de fait de la difficulté associée des résultats, entre guillemets, de ces assistances médicales à la procréation et de tout ceci. C'est à peu près
Snapchat, la photographie de l'AMP que je voulais discuter et voir avec vous. Ce sont des éléments un peu placés comme ça au fil de l'eau. Mais voilà, je suis prêt à en parler avec vous à la fin et avec tous mes collègues qui auront un avis sur le sujet. Je vous remercie. J'ai coupé le micro, c'est à cause de moi tout à l'heure que ça s'est mis à siffler. Merci Christophe pour tout ça. Alors Sylvia ne va pas tarder à arriver, comme Jenny est au bloc ce matin, donc je suis désolé, je suis dans le taxi. On ne va pas refaire le monde. Je crois qu'on va directement vous passer la parole, comme ça nos collègues espagnols, beaucoup d'entre vous connaissent bien nos soucis en France et on est bien content que la vérité au-delà des Pyrénées soit un petit peu différente. Et voilà, donc je te passe la parole pour un bon quart d'heure tranquille, comme ça laissera sur la place de la discussion. J'ai une présentation, mais c'est très courte par mon accent, vous voyez qu'ici c'est espagnol. Pendant les vacances, c'est bien. Je suis gynécologue, je travaille à Barcelone dans une clinique spécialisée à la procréation médicale assistée depuis quelques années, presque 15 ans, d'accord. Et alors, bon, d'abord, merci pour m'inviter à partager avec vous cette journée. Je parlerai un petit peu de mon point de vue de l'Espagne, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en Espagne, depuis quelques années, il y a une augmentation de l'âge de la maternité, comme vous venez de dire. On a passé de l'âge moyen de l'accouchement pour les premiers enfants dans les années 80, c'était 28 ans. Maintenant, on est à 32 ans, d'accord. En France, si vous voyez actuellement, c'est des 28 ans. Alors encore, vous savez, la moyenne un peu plus diminuée. S'il vous plaît, vous pouvez passer la diapo. Encore. Et alors, c'est que les femmes qui essaient de tomber enceintes de plus en plus tardivement, et elles ont des problèmes à tomber enceinte, alors elles viennent nous voir et elles demandent les traitements de la procréation médicale assistée. Et alors, ça c'est ma réalité, d'accord? Vous voyez, ce sont des données de l'année dernière dans ma clinique où plus de 50% des patients qui demandent un traitement de procréation médicale assistée ont plus de 40 ans. Alors, on peut dire que l'âge, c'est l'un des problèmes plus importants pour les femmes infertiles. Et si vous voyez, vous savez, à Barcelone, en Espagne, on reçoit beaucoup de patients de l'étranger, des Françaises, des Anglaises. Et si on compare les différences entre les patients nationaux, catalans, de Barcelone, et les internationaux, vous voyez, les patients qui viennent de dehors, c'est presque 80% ont plus de 40 ans. Alors, les problèmes de l'âge est un problème réel. Et alors, mais je viens de vous montrer les données dans une clinique à Barcelone. Mais qu'est-ce qui se passe à Catalunya? Catalunya, c'est la seule région de l'Espagne qui a un registre obligatoire pour les traitements de la PMA. Alors, chaque clinique doit déclarer année par année toutes les fécondations in vitro, tous les traitements qui sont faits. Alors, je vais vous montrer les dernières données publiées de 2013, plus de 20 000 fécondations in vitro. Et vous voyez que 50% des femmes, pouvez-vous passer un, d'accord, avaient plus de 40 ans. Vous voyez, et 15% plus de 44 ans. Alors, vous voyez, c'est un problème important pour nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait des miracles en Espagne? Pas du tout. Comme vous venez de dire, les résultats à partir des 40 ans en FIV sont faibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait en Espagne? Parce qu'on peut les faire. On fait beaucoup de dons d'ovules. Vous voyez, en 2003, on avait fait 1300 cycles de dons d'ovules. Et regardez, en 2013, 11 700. D'accord? Alors, la demande du don d'ovules, ça a multiplié dans les dernières années. Pourquoi? Par les problèmes de l'âge. Et aussi, je vous montre des données qui comparent, vous voyez, par année 2001, 2004, 2005, 2008. En bleu, vous voyez les cycles de fécondation in vitro avec les ovocytes propres de la patiente. Et en rouge, vous voyez les filles avec les ovocytes de donneuses. Vous voyez comment, avec les années, on fait maintenant, dernièrement, on fait plus de filles
positive en don d'ovule qu'avec les ovocytes de la patiente. Et pourquoi? Toujours pour la même raison, par l'âge où les femmes commencent à chercher la grossesse. Et alors, pourquoi ces problèmes de l'âge? On ne sait pas. Tout le monde me dit non, c'est parce que les femmes, elles veulent étudier, elles veulent faire son carrière, il y a moins de mariages, il y a plus de divorces. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, bien sûr, les études il y a 16 ans nous montrent qu'effectivement, le nombre d'enfants selon les niveaux d'études, les femmes avec des études supérieures avaient moins d'enfants que les femmes sans études. Mais qu'est-ce qu'il dit les études récentes de 2013? La principale raison pour ne pas avoir un enfant, quand on demande des enfants, c'est l'absence de partenaire. Vous voyez, presque 90%. Et dans des autres études, plus de 93%. Alors, c'est pas seulement que les femmes ont veut avoir notre carrière professionnelle, c'est un problème social, l'absence de partenaires. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on voit aussi dans la société? On a beaucoup d'informations sur la contraception. Les femmes qui souhaitent rapporter la maternité, elles savent comment le faire. Hein. Et vous pouvez demander n'importe quel adolescent sur les moyens contraceptifs, il connaît tout, d'accord? Mais ce n'est pas les mêmes pour la fertilité. Et aussi, on voit que on peut dire la grossesse à plus de 40 ans est déjà normalisée. On voit beaucoup Pouvez-vous passer? Il y a une normalisation de la grossesse à plus de 40 ans. C'est quelque chose de très normal. Avant, c'était plus compliqué de trouver quelqu'un qui tombait enceinte à 40 ans. Maintenant, c'est la normale. Et en plus, si on lit la presse rose, c'est pas seulement normal. C'est cool, hein, de tomber enceinte à 44 ans, 45 ans, 50 ans. Et pourquoi pas moi, hein, Monica Bellucci, 50 ans. Mais la question, c'est que tout ça, la presse rose, nous donne des fausses attentes. Parce qu'on voit seulement la partie jolie, non, l'enfant, Monica Bellucci, extraordinaire, enceinte à 50 ans. Mais il ne parle pas de comment elle est tombée enceinte, c'est un don d'ovocyte, elle a fait 6 suives. On voit seulement la partie jolie. Et alors on pense qu'on peut faire des miracles, mais ce n'est pas comme ça. Il y a une grande méconnaissance, je crois, et de la limitation de la PMA. Hein, parce que dans les moyens, ils parlent des pays, les tests génétiques, la vitrification, et alors on pense qu'on peut faire des miracles, mais ce n'est pas comme ça, on a des limites. Et alors, et ça, on voit, il y a des études très sérieuses qui nous montrent le manque d'informations réalistes sur la fertilité qu'on a. Alors on peut lire sur ces articles et on voit que les femmes y pensent. La fertilité commence à diminuer à partir des 45 ans, ou seulement 1 sur 4 des femmes qui sont demandées identifient 35 ans comme l'âge du déclin de la fertilité. Ils pensent que c'est plus tard. Ou ils pensent que l'âge reproductif, c'est jusqu'à la ménopause. J'ai pu tomber enceinte jusqu'à la ménopause sans problème. Oh, et il y a toujours une surestimation du succès de la PMA. Avec la fille, on peut tout faire. Et si on demande pour les femmes singles, ces femmes qui avaient des problèmes pour trouver un partenaire pour avoir un enfant, quel est l'âge idéal pour avoir un enfant? Elle dit 39 ans à peu près. Alors, et on est trop tard. Hein? Et on voit que les femmes commencent à chercher les solutions. Et toujours, elles regardent l'équilibre de la PMA. Alors vous voyez, l'acceptation de sperme du donneur. Quand on parle d'une femme single, déjà 70% accepteraient de faire un enfant avec le sperme d'un donneur. Et même les femmes en couple, elles disent, 25% elles disent, bon, si avec ces garçons, je n'ai pas d'enfant, peut-être j'utiliserai le sperme d'un donneur. Alors les femmes déjà commencent à penser à la procréation médicale assistée. Et des fois, 45%, de plus en plus, il y a d'informations sur la vitrification ovocytaire. Mais malheureusement, les femmes qui commencent à penser à la vitrification ovocytaire, elles ont déjà 40 ans, 41 ans, alors elles commencent à penser à la procréation médicale assistée trop tard. Alors on a toujours
ces problèmes, la manque d'informations réalistes. Ah, et une autre chose, acceptation des dons d'ovules, c'est moins 15%, bien sûr. Personne ne veut avoir un enfant avec un don d'ovule d'emblée, hein. Mais vous voyez qu'à Catalogne, presque 50% des femmes au bout feront un don d'ovule. Alors, cette information, c'est qu'on n'est pas très réaliste avec l'information qu'on a. Et alors, quelles sont les solutions? Je ne sais pas, probablement qu'il faut avoir des solutions à niveau social, on ne sait pas, mais on sait que les femmes, elles essaient de trouver la solution à la PMA. Alors ils disent, bon, je n'ai pas un partenaire, bon, peut-être j'irai en Espagne pour utiliser le sperme des donneurs. Parfait, mais c'est à nous d'informer. Bien sûr, si vous venez avec 43 ans, le sperme des donneurs ne sera pas le problème. Peut-être il faudra faire une fibre, peut-être un don d'ovule aussi. Pareil avec la fille, peut-être. Bon, s'il y a 30 femmes, je ne tombe pas enceinte, je ferai une fibre à 40 ans. Peut-être on est trop tard. Et pareil avec la vitrification. Et la vitrification, le succès de la vitrification dépend de l'âge où on a vitrifié les ovules et combien de ovules on a. Si une femme de 43 ans avec l'endométriose vient à vitrifier les ovules, ce n'est pas une bonne idée. Mais on a des demandes comme ça, hein, tous les jours. Et alors, je crois que c'est ça, la retard de la maternité est une réalité présente. La société donne une vision déformée de la fertilité des femmes. En général, on surestime notre potentiel fertile, on pense qu'on peut tomber enceinte jusqu'à la ménopause. Et alors, nous devons donner des informations réalistes sur les limites de la PMA. Il faut toujours aussi informer sur les risques obstétricaux chez les femmes de plus de 40 ans. Et il faut faire prendre conscience de la diminution de la fertilité avec l'âge. Je crois que ces congrès, ces réunions sont pour ça, pour informer, parce que les plus d'informations qu'on a, le moins de problèmes on aura dans le futur. Et c'est tout. Merci. Ça a au moins le mérite d'être clair. J'aime bien, dans votre conclusion, étant plutôt fin de chaîne, en tant qu'obstétricien, à un moment, on en a un petit peu, entre guillemets, assez de voir arriver des femmes qui sont devenues enceintes ailleurs. Et quand on leur dit, voilà, vous avez eu un don d'ovocyte, ouais, mais c'est normal, vous avez un don d'ovocyte, vous avez un risque de prééclampsie qui est colossal, vous avez plein de risques. On ne m'avait pas dit non, c'est pas qu'on ne vous avait pas dit, c'est juste que vous n'avez pas écouté, ou voire on a un petit peu sous-estimé les choses. Et après, nous on se retrouve avec les femmes qui reviennent en France, je suis ravi qu'elles reviennent, mais avec un certain nombre de complications. C'est une des raisons pour laquelle, dans une maternité comme ici, qui est un type 1, pour lesquelles je n'ai pas de réa maternelle derrière, le fait d'avoir plus de 44 ans à l'âge de la conception est pour nous un critère d'exclusion. Voilà, et quand on voit marqué don d'ovocyte, on commence à. C'est écrit en rouge dessus, c'est pas qu'on marque une espèce de saut d'infamie, c'est juste dire attention, il y a 30% de risque de prééclampsie, c'est juste à partir de 35 ans c'est clair. Donc voilà, c'est. En amont aussi, il faut donner cette information-là. En dehors du fait que, je suis d'accord avec le c'est tout beau, tout rose de la presse, il y a des choses à dire. Donc voilà, ça c'est, attention, on n'est pas là que pour vendre du rêve. Donc merci pour la Catalogne, je suis à moitié anglais, à moitié catalan, donc ça me fait un peu bien du côté français. Je ne sais pas si, je me dirais qu'elle va arriver après, alors, je continue parce que j'ai Sylvia en ligne, c'est que j'ai beaucoup de chance, Christophe. Donc elle est bravo. Quelqu'un qui parle d'un taxi sur le périph'. C'est important, c'est bonheur, je sais. Je voulais partager avec toi le. Je sais. Donc Sylvia est une copine de 30 ans, donc c'est une amie dans la vie courante, etc. Donc je pense que je vais repasser la parole. Je passe la parole à Ludovic. Donc Ludovic Friedrich, c'est plutôt en version plus chirurgicale en termes d'endométriose. Et voilà, c'est comme moi un des bébés de Madeleine. Donc ça me fait passer cette étape. Donc devant au premier rang, Emmanuel Bailly qui gère aussi l'endométriose dans la maison. Et donc, il me fait le plaisir aussi d'être là. Donc, Ludovic, je te passe la parole. T'as quelqu'un qui passe tes diapos? Tu fais comme tu veux, mais il y a quelqu'un. Regarde, t'as la Kitri qui te passe tes diapos. Sinon, je vais me mettre là. Non. Sinon, je peux me mettre ici. Je sais pas si les micros fonctionnent partout. les micros fonctionnent. Et je vais couper le mien pour pas avoir d'effet d'affaires. Voilà, donc moi je suis chirurgien, je vais vous parler de la chirurgie de l'endométriose.
et de la préservation de la fertilité. Et surtout, en fait, ce topo, je l'avais présenté, alors je vais vous le simplifier dans les explications, les diapos sont parfois un petit peu complexes, c'est un topo que j'avais présenté à des médecins. L'idée était de savoir quelles sont les patientes infertiles qu'il faut opérer. C'est-à-dire qu'on entend souvent certains gynécologues, et pas forcément spécialistes de l'endométriose, qui vont vous dire la chirurgie de l'endométriose, elle est délétère pour la fertilité, surtout vous ne faites pas opérer, venez me voir, moi je vais vous stimuler, je vais vous faire des inséminations de sperme, je vais vous faire une fécondation in vitro, vous allez être enceinte. Et en fait, le problème finalement n'est pas aussi simple que ça. Alors, les enjeux de cette chirurgie, évidemment, c'est qu'on attend des bénéfices. C'est des patientes qui sont en général douloureuses, qui sont souvent infertiles. C'est les deux grands principes de l'endométriose qu'on va chercher à traiter. Le problème, c'est que cette chirurgie de l'endométriose, elle est dangereuse et les risques encourus sont évidemment l'échec et la récidive de l'endométriose, mais surtout un certain nombre de complications qui peuvent être délétères, voire même chez les patientes douloureuses qui ne sont pas infertiles, les rendre infertiles. Donc il y a tout un enjeu, et avant d'opérer les patients, de savoir quelle est réellement la problématique. Cette diapo, pour vous expliquer, là c'est assez explicite, les complications notamment de cette chirurgie, donc on réfléchit bien évidemment avant d'opérer nos patientes, parce que si on a des bénéfices, notamment sur les douleurs qui varient entre 80 et 95%, vous voyez, pour ce qui est des douleurs de règles, les dyspareunies, c'est les douleurs lors des rapports, et les douleurs acycliques, c'est les douleurs notamment qui sont liées aux atteintes digestives. On a des taux de guérison en termes de douleurs qui sont énormes. On a des taux de complications qui sont loin d'être négligeables, et j'attire votre attention sur les complications digestives, ce qu'on appelle les fistules, c'est-à-dire la communication entre le rectum et le vagin et l'émission des selles par le vagin, ce qui est loin d'être agréable, quasiment entre 1 et 14% suivant les études et suivant évidemment la chirurgie qu'on fait. Et ça, ce sont des choses qui sont vraiment à prendre en compte dans cette chirurgie. De même que ce qui est trouble fonctionnel urinaire, c'est-à-dire les difficultés pour les patientes à pouvoir uriner ou aller à la selle après une chirurgie extensive. Donc on a des complications qui sont loin d'être négligeables et qu'il faut prendre en compte avant d'opérer nos patientes. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut opérer les patientes qui sont infertiles? Ici, je vous ai mis les recommandations du Collège national des gynéco-obstétriciens français. C'est des recommandations qui sont anciennes puisqu'elles datent de 2006. Et ces recommandations disaient, dans le cas où des lésions extensives exposent à des complications graves, il faut préférer la FIV en premier. Dans le cas où les patientes sont infertiles et où cette infertilité peut être imputable, où l'endométriose peut être responsable de cette infertilité, la réponse est oui, il faut opérer ces patientes. Alors c'est pas si simple que ça, comme toujours. Ici, je vous présente une première étude qui donne les taux de grossesse chez les patientes atteintes d'endométriose. Vous voyez le taux de grossesse par cycle. En jaune, les patientes qui n'ont pas d'endométriose. En bleu, les patientes qui ont une endométriose stade 1 ou 2, donc des endométrioses qui sont globalement peu sévères. En bordeaux, rose, enfin, je ne sais pas quelle couleur c'est, fuchsia. Les patientes qui ont une endométriose de stade 3 et 4, et vous avez donc les taux de grossesse de la gauche vers la droite, en taux de grossesse spontané, taux de grossesse par ponction et taux de grossesse par transfert. Vous voyez en gros dans les trois cas, les patientes qui ont une endométriose peu sévère ont un taux de grossesse supérieur à celles qui ont une endométriose sévère. Donc clairement, la sévérité de l'endométriose est corrélée au taux de grossesse. Ici, deux études que je vais vous montrer concernant les patientes qui ont des endométrioses de stade 1 ou 2, c'est-à-dire peu sévères, qui ont été opérées, donc en vert. Vous avez un taux de grossesse spontané qui est de l'ordre de 35%, par rapport aux des patientes qui n'ont pas de traitement, qui ont des taux de grossesse qui varient de 22%, 18%. C'est en fonction du taux de grossesse spontané, puis il y a des patients qui vont faire des fausses couches précoces, et quand on prend en compte les grossesses évolutives, c'est-à-dire au-delà du 5e mois, on se retrouve avec des taux de grossesse qui sont de l'ordre de 30% et 18% respectivement. Ce n'est pas du simple au double, mais finalement, dans ces endométrioses qui sont peu sévères, ce qu'on peut tirer de cette diapo, c'est de se dire que la chirurgie de l'endométriose améliore nettement le taux de grossesse spontané. Ça ne double pas, mais ça l'améliore nettement. Ici, c'est pour les endométrioses stade 3 et 4. Alors, la lecture du tableau, c'est des médianes avec les extrêmes des médianes. Donc, les médianes, ça veut dire 50% des patientes sont au-dessus de la médiane, 50% des patientes sont en dessous. Et en gros, donc là, ils ont repris le taux de grossesse
chez les patientes qui ont été opérées d'endométriose de stade 3 et 4, et on a des taux de grossesse qui vont varier en moyenne entre 30 et 40% après chirurgie d'endométriose sévère. Donc finalement, l'idée de cette étude, c'était de dire qu'on améliorait aussi le taux de grossesse et la fertilité spontanée chez les patients qui étaient opérés, même lorsqu'on avait des endométrioses sévères. Ici, une étude qui comparait donc des patientes, alors il y a 3 groupes, des patientes qui ont été opérées donc, entre 2001 et 2008, soit elles ont été opérées et rien n'a été fait d'autre, on a regardé le taux de grossesse, soit elles ont été opérées, puis elles ont bénéficié de fécondation in vitro, donc IVF, et on compare le taux de grossesse, soit on a fait de l'IVF seul, c'est-à-dire uniquement de la FIV. Et puis les patientes qui n'ont pas été opérées, la 4e ligne. Ce qui est intéressant, c'est de voir que chez les patientes qui n'ont pas été opérées, le pourcentage de patientes enceintes, 11%. Chez les patientes chez qui on fait de la FIV seule, donc c'est le groupe 2 et c'est la 3e ligne, 32% de grossesse. La première ligne, chez les patientes qui sont opérées seules, 54% de grossesse. Chez les patientes qui ont de la FIV et de la chirurgie, c'est la colonne numéro 2, 63% de patientes. Alors vous allez dire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vais vous dire que finalement les résultats de la chirurgie dans cette étude sont supérieurs à la FIV. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas aussi simple que ça. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est surtout la colonne numéro 2, c'est-à-dire que c'est une association chirurgie et infertilité qui permet d'augmenter le taux de grossesse considérablement. Voilà. La chirurgie seule l'améliore, la FIV seule améliore le taux de grossesse. Quand on fait les deux, on optimise toutes les chances. Là ici, pour une autre étude qui concernait des endométrioses donc sévères, vous voyez les stades 3 et les stades 4, ça reprend un peu les données qu'on a vues avant. Il y a 100 patients dans le groupe chirurgie seule, dans le groupe FIV seul, pardon, et 64 patients dans le groupe chirurgie plus FIV. On voit que si on ne fait que de la FIV, on a un taux de grossesse qui est de l'ordre de 25%. Quand on fait de la FIV plus de la chirurgie, on a un taux de grossesse de 40%. Donc là encore, on plaide en faveur de l'association chirurgie et prise en charge en infertilité pour améliorer le taux de grossesse chez ces patientes. Ici, ce ne sont que des patientes infertiles atteintes d'endométriose, évidemment. Concernant les détracteurs de la chirurgie, ce qu'on va mettre en avant parfois, c'est le taux de complications et vous dire finalement cette chirurgie, elle expose à un taux de complications qui est particulièrement sévère, ce que je vous ai montré dans les premières diapos. Et ces complications vont engendrer des adhérences dans le pelvis, vont engendrer des phénomènes d'obstruction au niveau des trompes ou d'atteinte des ovaires qui vont diminuer la fertilité. Ici, c'est une étude qui avait été publiée sur 20, il n'y a pas beaucoup de patientes, il y en avait 23, mais 23 patientes avec des complications majeures. Le taux de grossesse après traitement de ces complications et après prise en charge de ces complications était similaire au taux de grossesse des patientes qui n'avaient pas eu de complications. Finalement, la conclusion de l'étude, c'était de dire il n'est pas dit que même en présence d'une complication majeure, on diminue la fertilité de nos patientes. Un petit mot sur les kystes ovariens, ce qu'on appelle donc les endométriomes, les kystes ovariens endométriosiques, parce que c'est là où finalement le risque d'altérer la fertilité est le plus important, plus que sur les lésions profondes, sachant qu'en général, lorsqu'on a un endométriome de volume conséquent, on va dire au moins 4 cm, globalement la plupart des patientes, elles sont déjà étiquetées stade 3 ou 4. On est quasiment toujours dans des stades sévères, il y a toujours des lésions associées autour. Donc il est rare d'avoir des stades bénins avec des endométriomes. Les principes de la chirurgie, c'est une celluliochirurgie et une ablation du kyste par des techniques conventionnelles où on tire sur la paroi du kyste pour l'extraire. Et puis certaines nouvelles techniques dont je vais vous parler qui peuvent amener à préserver la fertilité des patientes, et je vais vous expliquer là pourquoi. La problématique dans cette chirurgie des kystes ovariens, c'est de diminuer le risque de récidive. Le problème, c'est que lorsqu'on fait ça et qu'on extrait toute la paroi du kyste, on s'expose à une ablation de tissu sain, donc d'ovaire sain, et donc de diminuer la capacité d'ovuler des patients. Et inversement, si on veut préserver la capacité d'ovuler de nos patients, c'est-à-dire si on veut ne pas prendre de risque de procéder à l'ablation de tissu sain en même temps que notre kystéctomie, on s'expose à un risque de récidive qui est un peu plus important. Alors ici, c'était simplement pour vous montrer, c'est une étude en fait qui a comparé plusieurs kystectomies, donc ablation de kyste
chez les patients qui ont des kystes d'endométriose et d'autres kystes. On retrouve les anatomopathologistes quand ils analysent, ils vont retrouver dans 80% des cas du tissu ovarien sain collé sur la surface du kyste. Mais lorsqu'on traite un endométriome, c'est 92%. C'est-à-dire que la quasi-totalité des patientes, globalement, ont du tissu ovarien sain. Ça veut dire qu'on diminue la capacité des patientes d'ovuler lorsqu'on procède à l'ablation d'un kyste ovarien. Alors il y a deux techniques qui aujourd'hui sont en plein essor et ont montré quelques bénéfices. Une que j'utilise, qui a été mise au point par Horace Roman, et qui est l'ablation du kyste au plasma argent, et qui est une technique qui va permettre de vaporiser la paroi du kyste sans pénétrer à l'extérieur de la paroi du kyste, c'est-à-dire sans abîmer l'ovaire sain. Et donc là, Horace Roman, alors je vous passe le détail de ses études, mais en gros, c'est des études où il a comparé à l'échographie, il a comparé aussi les taux d'AMH avant et après intervention, et chez les patientes chez qui il faisait une ablation à l'aide du plasma, et chez les patientes à qui il faisait une kystectomie simple. Et dans tous les cas, ce qu'il retrouve, c'est une AMH qui est supérieure lorsqu'on utilise le plasma argon, et surtout à l'échographie, lorsqu'on fait le compte des follicules en trop, c'est-à-dire à J2, J3, on retrouve plus de follicules en trop chez les patients qui ont une ablation au plasma argon. Il a étudié aussi le volume de l'ovaire, et le volume de l'ovaire est supérieur chez ces patients. La deuxième étude, ça c'est Shadi Gazbek qui est ici avec nous et qui pourra vous en parler aussi, qui est la ponction éco-guidée, c'est-à-dire l'idée de ne pas du tout procéder à l'ablation du kyste, mais d'en faire une ponction du contenu, et d'ensuite de brûler la paroi du kyste à l'éthanol, ou à l'alcool en pratique. Donc il y a deux groupes de patientes, l'un qui ont des endométriomes et chez qui on fait une ponction et donc une alcoolisation de l'intérieur du kyste, et un autre groupe de patientes qui vont avoir une kystectomie simple. Et donc là, de la même façon, les résultats sont quand même assez intéressants, parce que si effectivement le groupe A, c'est les patientes qui ont eu l'éthanolisation des kystes, le taux de récidive, il est effectivement plus important par rapport aux patients qui ont eu une kystectomie. En revanche, le taux de grossesse clinique, c'est-à-dire grossesse qui va être menée, 48% chez les patients du groupe A, 20% chez les patientes qui ont été opérées par kystectomie. Donc un taux de grossesse clinique est 2 fois supérieur avec ces techniques qui permettent donc de préserver le tissu ovarien sain et donc les ovocytes des patientes. Voilà, donc en conclusion, pour faire court, les indications à la chirurgie, clairement elles existent. La chirurgie, elle améliore, je ne vais pas dire dans tous les cas, mais dans un grand nombre de cas, les chances de succès d'une fécondation in vitro. Il y a certains cas où effectivement, les patientes notamment qui ne sont pas douloureuses, et on va dire les patientes chez qui on s'expose à des graves complications, il vaut mieux procéder à de la FIV d'emblée, parce qu'effectivement, on va améliorer le taux de grossesse par rapport à un taux de grossesse spontané. Il y a un grand nombre de cas où la chirurgie va permettre d'optimiser les chances de succès de la FIV, même chez des patients qui sont déjà infertiles et dont on sait que de toute manière la FIV sera inéluctable. Voilà. Alors je vous ai mis toujours ce que je mets dans la plupart de mes conclusions, l'information des patients, là aussi elle est essentielle, parce que les patients peuvent refuser de prendre certains risques, et c'est une chirurgie qui est effectivement délétère et pour laquelle il faut savoir informer de manière objective sur ce qu'on fait. Voilà, je vous remercie. Merci Ludovic, ça avait l'avantage d'être clair. On groupera les questions plutôt vers la fin, donc je continue à faire le running gag de savoir. J'ai bien peur que le textile, on a une thème qui est sur 2 sites. On a une thème qui est sur 2 sites, donc il y a un autre site qui est de l'autre côté de la place de la Nation, parce que le dernier texto c'était par rapport aux urgences, c'est où, et donc j'ai peur. C'est la rue, c'est ça? Non, c'est vrai. Et que le taxi soit bourré, parce que ça c'est quand vous demandez au taxi là-bas, voilà. Donc on va quand même pas faire la standing ovation. Je te laisse te poser, on va ouais, salut. J'essaie de meubler à chaque fois, donc je vous présente Sylvia Alvarez qui fait un peu une descente à la ligne Renault. On va passer au. Je te passe le versant psychologue de manière à ce que tu te poses, voilà, c'est bien travaillé. Et donc je passe la parole à Céline Kiné-Brixio qui travaille avec Louis Duchesnay pour, en termes d'abord psychologique, donc les psychologues de la pose-toi. Voilà, donc je te passe la parole tranquillement pendant que Madame
PMA à la clinique de Paris-2 au Chêne. Voilà. Donc, les psychologues, il y en a dans toutes les équipes de PMA. Mais probablement, on n'est pas. Probablement qu'on est globalement sous-utilisé. Je crois que, en fait, il y a peu de patients, ou sans doute pas assez de patients arrivent jusqu'à nous. C'est sans doute notre faute, dans la mesure où notre fonction est souvent pas très bien définie. D'abord, il y a beaucoup de monde pour qui la prise en charge psy est quelque chose de pas du tout familier, pour qui ça correspond à quelque chose de vraiment quelque chose, une prise en charge vers laquelle on va quand il y a vraiment des choses pathologiques, vraiment des choses lourdes. Mais je pense que dans cet accompagnement de la fertilité, il y a tout un autre regard à avoir par rapport à ça. C'est-à-dire que je pense que un désir d'enfant qui ne se réalise pas pour X ou Y raison, c'est quelque chose de très lourd. C'est une grande blessure, c'est une grande violence. L'entourage ne le réalise pas forcément. Les gynécos ne le réalisent pas forcément. D'une fois à l'autre, ça peut être très variable. Ça peut être dans sa culture d'avoir cette sensibilité de comprendre qu'ils sont face à quelqu'un globalement qui a aussi un conscient et un inconscient, et tout ça peut être compliqué, mais c'est une médecine très technique et beaucoup de gynécos ont plus le temps, perdent un peu parfois le rapport au patient. Ce qui fait qu'on n'aide pas forcément les patients et les patientes à aller jusqu'à nous, et probablement c'est dommage. Il y a certains pays, moi j'ai longtemps vécu et travaillé en Angleterre, dans le système anglais, la consultation psy est obligatoire en début de prise en charge de PMA. Donc obligatoire et psy, ça semble pas assez antinomique. C'est vrai que notre éthique est de répondre à la demande du patient, d'installer une prise en charge quand il y a une demande. Et là, c'est vrai que dans le système, il n'y a pas de demande. Sauf qu'il ne faut pas vraiment le voir comme un lieu d'un accompagnement forcément clinique, mais comme un lieu d'évaluation. Et je pense que c'est une chose assez raisonnable que d'avoir un endroit où la patiente sait qu'elle va, ou le patient sait qu'elle va pouvoir se poser en cas de difficulté. En Angleterre, c'est beaucoup fait, c'est une médecine qui est très sensible au coût de la santé, et c'est une consultation qui a essentiellement pour but d'une évaluation de risque anxio-dépressif dans tout ce déroulement de la PMA, et d'évaluer si le patient peut être en souffrance et donc devoir être accompagné. C'est globalement une consultation intéressante parce que certaines personnes y arrivent à reculons, mais en fait ça les met au contact d'un lieu possible, et c'est quelque chose de très bénéfique parce que parfois on va avoir des patients qui vont revenir au bout de 6 mois, 1 an, d'autres vont avoir envie, ça va donner envie de commencer à travailler sur sa propre histoire, de se dire que peut-être autour de cette situation d'infertilité, il y a des choses qui circulent, de sa propre construction, de sa relation à sa famille. Enfin, c'est vraiment un début de prise en charge qui peut être vraiment intéressant. Et c'est dommage que chez nous, c'est une dimension qui n'existe pas. Je travaille avec certains gynécologues qui sensibilisent beaucoup leurs patientes à ce qu'elles mettent en place un lieu. Voilà, peut-être elles n'en font rien, peut-être oui. Et souvent, ça mène à un travail positif parce que les patients comprennent que passer le premier stade où on croit que voir un psy, ça va entraîner dans une succession de séances et forcément être l'ordre d'une chose, une psychothérapie, des choses au long cours. À travers les préventions, les patients peuvent comprendre que ça peut être que des séances au coup par coup, où on met un peu en parole, où on se met à distance de ce qu'on est en train de vivre, où on prend le temps de... En plus, les psys qui travaillent dans la fertilité, on peut relayer le discours des gynécos, on a quand même
à force d'être dans ce domaine et d'assister au staff, on a quand même des notions, donc on peut expliciter des changements de protocole, l'organisation de la prise en charge, que le médecin n'a pas forcément le temps d'argumenter d'une façon précise ou posée. Et c'est ce lieu, c'est donc cette capacité à comprendre que ça peut être une ou deux séances de temps en temps, au détour du parcours, et qu'il n'y a pas une obligation de quelque chose de long et lourd. C'est sûr que plus les patients vont mettre en parole la violence médicale que certains ressentent, la lourdeur du traitement, plus ça va être anxiolytique, plus il va y avoir une capacité d'anticipation, plus les choses vont être plus légères. Et puis, voilà. Donc, ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas que quand on lit un bêta négatif, mais une situation de deuil, mais ça crée un lieu qui est là, parallèle à l'équipe purement médicale, un lieu où on est un petit peu en dehors et on peut se poser. Beaucoup de patients aussi, au détour de ce bébé qui ne vient pas, s'interrogent sur leur propre histoire. Parfois ça renvoie, ça peut renvoyer d'ailleurs à un vrai travail de psychothérapie. Certaines prennent conscience qu'il peut y avoir des résistances, qu'il y a des choses qui leur rendent la maladie, la maternité compliquée, qu'il peut y avoir sur un plan conscient un désir de maternité, pour des raisons diverses et variées, de conformité sociale, du désir familial, de pression, mais qu'au niveau inconscient, peut-être ça ne suit pas complètement, on est à un autre niveau. Et, il y a tout un maillage qui a tout intérêt à pouvoir se parler. Donc moi je pense que c'est un lieu important, avant même d'être dans des situations de souffrance, de gestion de deuil, de renoncement à l'enfant, si parfois ça peut arriver, ou de renoncement à l'enfant issu de ses propres gamètes, parce que ça aussi c'est un très long parcours, de s'approprier l'idée du don, de cheminer, de se dégager cette propre transmission génétique pour être en capacité d'adopter entre guillemets un ovocyte ou un embryon. C'est un long parcours. Et je pense que voilà, on peut contribuer utilement à ce que les choses soient un peu moins lourdes. La prise en charge psy n'a malheureusement pas de possibilité d'agir sur le réel, mais elle peut aider à accommoder le réel. Voilà. Est-ce que il y a des questions? Les questions, on va les faire après. Donc là, merci. Après, je vais faire un genre dans l'oreillette. On m'a dit, je te rappelle qu'il y a l'atelier sur l'endométriose. Donc il y a sûrement des gens parmi vous qui sont inscrites au sens du terme, l'atelier qui a lieu dans la salle A. Donc voilà, partez doucement. Quand vous avez les plateaux qui se lèvent, je ne vais pas trop taper. Donc là, voilà, ça c'est fait. Et donc la salle A, il est juste dans le bâtiment. Quand vous entrez dans l'hôpital, là vous êtes fait fouiller, c'est juste sur votre gauche. Donc voilà. Donc c'est le. On va attendre que tout le monde ait une petite translation des gens. Donc et sinon, sans une certaine émotion, que j'ai le plaisir d'accueillir, alors qu'elle est encore en train de me regarder. Voilà, une amie de plus de 25 ans. C'est juste pour filer un peu sur les cafetières. Donc Sylvie Alvarez qui s'occupe de PMA depuis que la PMA existe. Je pense que globalement, on peut dire les choses comme ça. Ça traduit encore moins ça. Donc elle fait partie des mondes fondateurs du temps où c'était l'équipe de Salabarou quand on était jeunes bébés docteurs. Ce qui nous rajeunira encore pas plus. Mais ça c'est fait, je vais arrêter de me faire les cheveux blancs, parce que moi je ne fais pas de peinture. Et donc je te passe la parole pour un gros quart d'heure de manière à essayer de laisser de la place pour les questions. Voilà, Merci, Sylvia, toi.
Merci Thierry, merci l'association de m'avoir invité. Effectivement, Thierry raconte un peu l'historique de la PMA, mais effectivement, ça introduit bien des sujets que je peux développer, c'est la prévention, puisqu'à fertilité, on s'est toujours placé déjà trop tard. Je dis qu'on arrive très tard d'un diagnostic et on n'a jamais essayé de développer ce qu'on appelle la prévention. Est-ce que nous pouvons éviter la fertilité? Et je crois que cet point de vue concernant la fertilité doit se développer de plus en plus puisque nous pouvons prévenir cette infertilité. Les causes d'infertilité ont évolué depuis que j'ai commencé la fibre. Dans les années 85-90, la première cause était les infections pubaires liées à des maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, comme il a dit Thierry, 30 ans plus tard, ça nous vieillit beaucoup. La première cause chez la femme, c'est l'endométriose. Dommage qu'il y ait l'atelier en parallèle. Cette endométriose ne commence pas à 30 ans. Cette endométriose ne commence pas à 35 ans. Elle commence à l'adolescence. Quelques chiffres assez un tout petit peu inquiétants. On calcule qu'il y a environ actuellement 4 millions de femmes en France qui seraient concernées. Les chiffres ne sont pas exacts. Les coûts des santé publique et des larmes, en France, ils sont estimés à environ des 10 milliards d'euros liés à l'endométriose, qui sont liés à des coûts des traitements, à des coûts des arrêts de travail. Et 50% de ces femmes n'auront pas d'enfants ou ils seront concernées par un problème d'infertilité. En termes de qualité de vie, l'endométriose va diminuer de 11 heures les temps de travail d'une femme qui présente une endométriose qui va manquer à son travail par d'autres raisons que les règles douloureuses et les règles abondantes. Pourquoi parler de la prévention en endométriose? Il y a une étude qui a été faite par des équipes de pédiatres au nom du docteur Bricard qui a mis en évidence qu'environ 40 à 90% d'adolescentes actuellement, c'est-à-dire la génération des années 90, sont concernées par des règles douloureuses et des règles abondantes qui entraînent un absentéisme scolaire. Autrement dit, l'endométriose ne commence pas à l'âge des 30 ans, elle va commencer à l'adolescence. Et quand nous arrivons à l'âge adulte, cette endométriose va avoir une durée d'action sur la fertilité chez la femme d'environ 20 ans. Si vous venez nous consulter à 35 ans, que les problèmes ont commencé à l'adolescence, nous avons perdu 20 ans de prise en charge. Ça, c'est ce que j'appelle développer la prévention primaire. Les symptômes des règles douloureuses et des règles abondantes, c'est un symptôme qui est inaudible par, malheureusement, beaucoup d'entre nous du corps médical. Et on a introduit culturellement la notion que les femmes sont faites pour souffrir, pour avoir des règles abondantes, ce qui est parfaitement normal. Nous avons une augmentation de l'endométriose très importante dans la génération des patientes des années 75-80. Quand j'ai commencé la fibre, dans les années 85-90, cette action peut-être liée à l'environnement qui a modifié les mécanismes hormonaux pendant la grossesse de la maman ne se manifestait pas autant. Dans les années 75-80, avec les développements industriels, avec l'alimentation et l'environnement, nous assistons à une augmentation énorme de cette endométriose et cette augmentation va augmenter chez les femmes des années 90. Voilà. Je suis très affectée par ça parce que, effectivement, on ne fait pas encore assez en termes de prévention. Et cette prévention devrait déjà commencer chez les adolescentes pour que la maladie soit prise en charge. Actuellement, nous avons des techniques qui permettent de préserver la fertilité. D'où que j'appelle l'ancienne campagne de dépistage, de prévention primaire depuis l'adolescence. Le deuxième problème en prévention primaire, c'est que ces adolescentes qui présentent cette augmentation d'endométriose qui va se manifester à l'âge adulte par des règles douloureuses abondantes vont cumuler des facteurs liés au comportement. Les tabacs, le cannabis, l'alcool. Et ensuite, comme vous en parlé certainement tout à l'heure,
elle vient nous consulter, les patients viennent nous consulter en général en moyenne à 35 ans. Et donc, cette durée d'exposition de ces toxiques à l'adolescence, cumulée à cette apparition de cette endométriose qui est liée à des facteurs certainement de l'environnement et des modes de vie, va faire que c'est la cause numéro 1 actuellement des problèmes d'infécondité que nous traitons en 2016, c'est-à-dire première cause chez la femme. C'est l'endométriose qui provoque des dégâts assez importants et pour lesquels il va falloir certainement, comme Christophe Sicard disait, faire de la prévention éventuellement et la congélation ovocytaire pour prévenir les effets délétères de l'endométriose sur la fonction ovarienne. Ça, c'est ce que j'appelle développer la prévention primaire. Quand nous aussi, on peut faire de la prévention secondaire, c'est-à-dire que quand un couple souhaite un enfant, dès l'arrêt de la contraception, il faut absolument diminuer les facteurs toxiques les plus courants qui vont avoir une action directe sur la fonction ovarienne et sur la fonction testiculaire. Autrement dit, première cause de diminution de la fécondité lors de 20 à 30%, c'est la consommation de tabac chez l'homme et chez la femme de plus de 4 ans. Pourquoi? Parce que dans le tabac, il y a énormément de substances. Il y a environ 4500 substances qui sont dites gonadotoxiques, qui vont affecter la fonction ovarienne, l'ovocyte et les spermatozoïdes. Et c'est les principaux composants, c'est les métaux. Donc il y a des métaux, ces métaux vont se fixer sur les ovocytes, ils vont provoquer un ralentissement de la division cellulaire et va faire que nous allons obtenir moins de grossesses naturelles et en fécondation in vitro, plus de fausses couches et bien évidemment moins de grossesses évolutives. Donc la prévention secondaire doit se faire des désirs de grossesse, aussi bien pour l'homme et pour la femme, concernant les tabacs, qui sont souvent associés au cannabis, souvent associés à la caféine à de fortes doses, aussi bien pour l'homme et pour la femme, à des troubles de sommeil, au stress associé. Donc tout ça, il faut essayer de peut-être faire une prise en charge plus large, aussi bien, comme vous en parlez tout à l'heure, pour essayer de mettre en route et se mettre dans des bonnes conditions, au moins théoriquement 3 mois avant, soit une tentative de fécondation in vitro, soit quand on souhaite faire un enfant. Ça c'est ce que j'appelle de la prévention secondaire. Donc on n'informe pas assez. Dans ma consultation, je développe ce qu'on appelle un dépistage concernant les facteurs qui peuvent être délétères à la fécondité et au résultat de la fibre. Parce que quand vous cumulez 4 facteurs gonadotoxiques, tabac, cannabis, alcool et des troubles du sommeil, vous allez diminuer d'environ 30 à 40% les chances naturelles des grossesses et des chances à fécondation in vitro. Et donc, habituellement, comment se passe en prévention secondaire? Les couples remplissent une fiche de dépistage qui est bien sûr anonyme et pour lesquels on va un tout petit peu regarder ensemble quels sont les facteurs qui dépendent du mode de vie qui sont souhaitables de réduire et d'améliorer afin de se mettre dans de bonnes conditions, puisqu'effectivement, tout le monde le sait actuellement, une tentative sous tabac va diminuer les chances de succès de l'ordre de 20 à 30%. Et je crois que c'est très important, puisque les stimulations ovariennes sont importantes, et ça, c'est des facteurs qu'il faut corriger avant toute tentative de fécondation in vitro, sans du tout mettre les couples contre le mur. Effectivement, c'est pas simple. Dans le cas de l'infertilité, on a évoqué les facteurs émotionnels, les facteurs qui sont liés au stress, et effectivement, ensuite, pas se mettre dans la contrainte de ces modes de vie, mais souvent, c'est dans la compréhension des choses de la part du médecin gynécologue qui doit prendre son temps pour expliquer pas uniquement que les causes qui entraînent l'infertilité, sinon les cofacteurs qui sont associés. Voilà, ça c'est ce que j'appelle développer la prévention secondaire. Ça c'est la base de mon exposé. Je crois qu'il faut développer le dépistage. Le dépistage existe, je les pratique au quotidien. Les couples sont ravis qu'on les informe, qu'on lui dise voilà, tout ça va participer. Il ne faut pas obliger, il ne faut pas être... je n'interdis pas des filles sous tabac, je suis là uniquement que pour informer et pour dire que ces facteurs vont diminuer les chances de succès. Donc voilà, un tout petit peu c'est la base de mon exposé et je souhaiterais quand même qu'on développe plus les débats que faire un exposé sur les 2 points importants que j'ai bien développés. Donc,
bien, non, c'est clair. On est en plus dans le mois sans tabac, donc il y en a peut-être parmi vous qui vont aller chercher leur kit dans la pharmacie avec chaque jour, vous tournez le calendrier, vous avez donc un mois pour vous arrêter de fumer. Donc, c'est une bonne chose de faire ça. Merci, c'était très clair. Donc là, on a du temps, puisqu'on a jusqu'à 11h30, donc on a un petit quart d'heure pour répondre à un certain nombre de questions. Alors, il y a une première question, j'ai un petit papier qui est arrivé tout à l'heure en disant qu'est-ce que c'est que la prééclampsie. La prééclampsie, c'est quelque chose qui est malheureusement connu, qui associe hypertension, albuminurie, mais ça, on s'en moque un petit peu de l'albuminurie, c'est l'hypertension de fin de grossesse, et c'est quelque chose qui est réel en termes de risque, et dès qu'on a un don d'ovocytes, et ce, j'allais dire quel que soit l'âge, ça fait partie de l'information qu'on doit aux gens. Donc, et si on surveille, si on s'y attend, s'il y a un risque aux alentours de 20 à 30%, voire plus, en fonction de l'âge, et surtout s'il y a un double don, on le sait, on est prévenu et on est sur nos gardes, et à nous d'avoir le plateau technique et le fait de dégager en touche vite fait sur un plateau technique différent en cas où. Voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. De tous scotchés, personne, tout le monde dort. Alors voilà, si je moi tirer, j'en ai plusieurs des questions. Ah bah voilà, Voilà. Après, alors il y a, voilà, donc tu t'occupes de passer le micro parmi les gens. Donc Olivia lance le débat et après il y a une question de là. Une question tout de suite par rapport à ce que vous dites là. Vous parliez des risques de la prévention au moment d'accouchement. Qu'est-ce qu'il faut envisager? Est-ce qu'il faut envisager que la personne qui a reçu ce don d'ovocytes accouche uniquement dans un hôpital, ou est-ce qu'il y a autre chose? Là aussi, je vais répondre de façon assez simple. Tout va dépendre de la personne qu'on a. Lorsque vous faites un don d'ovocytes chez quelqu'un qui fait 1m70, 55 kg ou 1m60, 120 kg, vous n'avez pas les mêmes facteurs de risque, vous n'avez pas le même don d'ovocytes si c'est une insuffisance ovarienne précoce à 35 ans, ou si finalement c'est quelqu'un qui a 45, 50 ans, qui est quelque chose qui disait qu'on a l'âge de César Pierre et pas l'âge de César Franck, c'est un truc, c'est une vanne de vieux, mais voilà, j'ai entendu ça chez mes parents. Donc c'est à nous, en termes d'abord d'obstétricienne, de gynéco de la PMA, quand on envoie quelqu'un pour faire un don d'ovocytes dans un autre pays, de l'avertir des risques, et c'est à nous, obstétriciens, quand on reçoit la personne, de savoir si on est le meilleur plateau technique. C'est voilà, c'est ce que je dis régulièrement aux gens. Je fais ici un samedi par mois une réunion justement d'information pour les couples qui souhaitent accoucher ici. Et à l'heure actuelle, la bonne façon de faire, c'est d'accoucher là où c'est le mieux pour soi, en termes de plateau technique. Si en plus c'est l'endroit qui nous plaît, c'est du bonus, et si en plus on n'est pas transféré, c'est du bonus. Donc les types de maternité, c'est une stratification par soins pédiatriques, okay, ça a un rapport avec la néonatologie, ça n'a aucun rapport avec les risques maternels. Donc j'avoue que les dons d'ovocytes au-delà de 44 ans, je les envoie à peu près tous à Port-Royal, à une personne unique qui s'appelle Camille Leray, qui sera là cet après-midi, parce que je n'ai pas vu là ce matin. Et donc du coup, ils ont une très bonne cohorte et plus on fait quelque chose, plus on en a l'habitude. Voilà. Donc après, ça doit être un choix. Chaque obstétricien, s'il décide de faire l'obstétrique en libéral, est responsable de la prise de risque qu'il y a. Donc je vous rappelle que l'infertilité, c'est pas mortel, et qu'on est, alors que le risque obstétrical, le risque de mort existe. Hein, il y a un peu plus de 80 femmes par an qui meurent à l'heure actuelle aux alentours de l'accouchement. Donc c'est un chiffre qui est malheureusement stable, et les causes ont changé. Auparavant, c'était des sortes d'hémorragie et de prééclampsie, et maintenant on a d'autres causes qui n'existaient pas quand on a démarré notre internat il y a la semaine dernière. On voit des choses qui étaient de l'ordre de l'anecdote. Il y a M. Tournaire qui était là, qui est l'ancien chef de service de Saint-Vincent-de-Paul, des choses qui étaient anecdotiques. On nous dit, oh là là, c'est une histoire de chasse. Maintenant, il y a des choses qu'on voit malheureusement régulièrement. Les accidents vasculaires cérébraux, j'en avais pas vu pendant mon internat. Ça existe parce que quand vous avez 45 ans et que vous avez une fille avec un double don, il y a un risque réel. Voilà. Donc c'est à nous de faire attention. Et j'avoue que nos collègues en Espagne ont fait des programmes et nous ont fait faire des progrès. Il y a une vingtaine d'années, quand on envoyait les gens, les bilans étaient relativement courts. Maintenant, pour accéder là-bas, c'est quasiment un bilan de greffe cardiaque. Et ça me va très bien. Il faut que nous aussi,
et vous aussi vous le faites assez facilement, on a le pouvoir de dire non à un moment. Et ça, c'est pas forcément simple de dire non. Non, là, vous êtes vivant, j'ai aucune envie de vous accompagner chez Bordeaux. Voilà. Après, si. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour quelqu'un en dessous de 35 ans. En dessous de 35 ans. La question est pour quelqu'un en dessous de 35 ans. Avec un don d'ovocytes en dessous de 35 ans, oui, il y a aussi un risque. À partir du moment où c'est un don d'ovocytes, en termes d'immunologie, c'est pas une grossesse j'allais dire physiologique. Vous êtes enceinte, déjà quand vous êtes enceinte tout court, comme le sperme n'est pas de vous êtes enceinte à moitié de pas vous. Quand vous êtes enceinte avec un don d'ovocytes, si c'est le sperme de votre mari, c'est quand même mieux s'il y a une longue habituation au sperme. Si c'est un double don, vous êtes non seulement enceinte de pas vous, mais pas de lui. Et donc, immunologiquement, il y a des petites choses qui se passent. Donc, à nous de le savoir, à nous de faire gaffe, à nous d'être sur nos gardes et de ne pas considérer les grossesses obtenues par la PMA comme des grossesses standards. Voilà, c'est tout. C'est notre boulot d'être sur nos gardes. Et à un moment d'informer les gens, de leur dire que peut-être mon plateau technique n'est pas forcément l'endroit adapté. Voilà. Alors, effectivement, nous avons fait un colloque ensemble sur... Oui, ça il y a quelques années, oui. Oui, on a fait un colloque ensemble sur les grossesses après PMA. Effectivement, actuellement, nous avons, tant qu'éphilistes, une visibilité un tout petit peu plus claire concernant ces grossesses après PMA. Actuellement, par exemple, sur l'endométriose, je reviens toujours sur l'endométriose parce que ça m'inquiète beaucoup. Il y a des études qui montrent en évidence, 2 études françaises publiées récemment, sur les taux de fausses couches qui augmentaient dans les cas d'endométriose non opérés. Donc il y a plus de fausses couches chez les patientes qui ont une endométriose et les risques d'accouchement prématuré plus élevés chez les patientes qui ont une endométriose non opérée par rapport à ces patients qui n'ont pas. Une autre question sur les grossesses, les devenir de grossesse après PMA. Dans la plupart des études récentes, on met en évidence que les grossesses obtenues après un transfert d'embryon congelé, c'est-à-dire lors d'un cycle décalé et pas sur les cycles frais, diminuent les risques de complications de la grossesse. Actuellement, avec l'apport de la vitrification, nous savons recours de plus en plus, nous faisons un colloque ensemble avec Christophe Siffer le 13 décembre pour les médecins, pour informer que les transferts décalés, c'est-à-dire ne pas faire un transfert frais lors du cycle de la fibre, permet peut-être d'améliorer le pronostic de la grossesse en termes de prématurité, en termes de complications, puisque les stimulations ovariennes seraient source de ces anomalies vasculaires qui peuvent entraîner un risque complémentaire à la grossesse. Donc je crois que là, nous avons beaucoup d'évolutions actuelles grâce aux techniques d'assistance, grâce à la vitrification, pour améliorer un petit peu le pronostic de ces grossesses. Merci. Alors moi j'avais plusieurs questions. Une concernant... Juste pour préciser sur la vitrification, c'est vrai qu'il y a des révolutions dans notre métier sur le plan de la technologie. Il y a eu l'ICSI, puis effectivement la vitrification, par ce taux de réussite et de survie des embryons et de potentiel des embryons, par exemple, ou aussi d'ailleurs vitrifiés puis décongelés. Finalement, quand on analyse les courbes mondiales de cet apport de techniques sur l'AMP, on s'aperçoit que dans toutes les tranches d'âge, quand on compare ce que l'AMP, cycle frais, embryon transféré frais, a apporté dans toutes les catégories d'âge depuis pratiquement 15 ans, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un tassement des courbes. C'est-à-dire que depuis l'ICSI, rien réellement n'a permis d'obtenir un gap important des chances de succès concernant la technologie des embryons frais. À l'inverse, la congélation par vitrification a permis d'augmenter par un facteur parfois 2x3 en 10 ans des taux de succès de par l'apport de la vitrification. Donc c'est vraiment un apport technique révolutionnaire sur le plan de la réelle sur le devenir de la grossesse. Alors sur le devenir de la grossesse, on a effectivement des registres. Alors, on a, comme en Catalogne, des pays européens qui ont, eux, au niveau national, une obligation de déclaration, non pas de l'acte d'AMP, mais de la naissance AMP, ce qui n'est pas le cas en France. Donc ils ont des datas propres, des données extrêmement propres. Et c'est vrai que quand on compare la grossesse AMP transfert frais versus la grossesse AMP transfert d'embryon congelé, il y a significativement, et tout le monde est d'accord sur le sujet,
une réduction du risque de prématurité, grande ou petite prématurité par le transfert d'embryons congelés, ce qui laisse la place à cette technique. Des enfants de plus gros poids de naissance, ce qui est d'ailleurs peut-être un problème, puisqu'il y a des gros bébés, ça a été montré par le transfert d'embryons congelés, mais l'impact clinique d'une augmentation de 50 grammes sur le poids d'un bébé, je pense que c'est peanuts. Là où c'est moins évident, c'est le risque de prééclampsie, où là on n'est pas sûr qu'au contraire, l'embryon congelé, pour des raisons qu'on ignore, serait peut-être associé à un risque de prééclampsie qui n'est pas si anodin que ça quand on le compare au transfert d'embryon. Voilà. Oui, mais pour l'instant, ces études... C'est encore préliminaire. D'autres questions personne ne bouge. Alors, nous, il fait un peu frais ici, vous avez chose, on est juste sous l'aération, c'est pour ça qu'on a des congelés. Oui, il y a une question là-bas en haut qui est avec le... Juste c'est du même côté. Bonjour à tous. Je suis assez inquiète des descriptions que vous faites sur les augmentations d'infertilité et je constate que qu'est-ce qui est fait non seulement pour prévenir directement ce qui est, mais pour empêcher que des générations suivantes vivent ça. Est-ce que c'est vraiment que l'environnement? J'ai l'impression qu'il n'y a pas, peut-être vous allez dire, hein, de vraies recherches là-dessus, alors que c'est un problème sanitaire immense. En fait. C'est un problème sanitaire pas uniquement de la France, aussi bien aux États-Unis, en Europe. Alors, il y a les problèmes, c'est que vraiment c'est multifactoriel. J'ai essayé de trouver des chiffres pour vous. Il y a quand même une étude qui a été faite en Inde montrant qu'environ une jeune fille sur deux qui avait dans les familles des antécédents de règles douloureuses avait plus de chances, c'est-à-dire qu'il y a un facteur héréditaire ou pas héréditaire dans l'essence chérite de l'endométriose des mamans. En fait, les facteurs qui provoquent peut-être cette modification épigénétique et ces modifications génétiques va faire que c'est la même cause dans la famille qui va modifier le système hormonal. Donc il y a quand même, il faut toujours demander à la femme si dans la famille il y a des antécédents déjà d'endométriose. Alors, des actions en France au niveau État, au niveau gouvernement, il y a peu d'actions officielles, comme les campagnes sur le cancer du sein, sur le cancer colorectal. C'est un problème de public majeur. Actuellement, je n'ai pas la notion qu'il y a des vraies campagnes au niveau officiel, au niveau du ministère de la Santé, pour développer cette information. Et effectivement, c'est les associations de patientes qui développent actuellement cette information. Je vous signale que l'association Endo-France n'a pas obtenu pour l'instant que l'endométriose soit reconnue une maladie à 100%. Donc, ce n'est pas du tout pris en charge en dehors de l'infertilité, déjà au niveau de la prise en charge. Donc, il y a des actions au niveau des associations, mais je ne les connais pas au niveau du ministère, une action concernant... Ma question c'était, on peut toujours faire des campagnes, mais c'est qu'est-ce qui est fait à ce moment-là sur l'environnement? Est-ce qu'il y a vraiment des études poussées? Il y a déjà eu des études qui ont été faites d'ailleurs après les lois de bioéthique en 2011, et on s'aperçoit que la recherche sur l'infertilité en France reste un parent pauvre. On a beaucoup développé la fille, etc. Mais quand même la réalité c'est qu'on préférait ne pas être infertile. Alors, le problème c'est pas un parent pauvre, c'est un orphelin la recherche. C'est un orphelin. C'est pas de recherche en France en réalité, c'est un vrai problème. Enfin, le problème, c'est que les décisions des pouvoirs publics, là aussi, sont associées comme... il y a un combat. Là, pour le coup, il y a un vrai combat. On voit bien, notamment avec les programmes de préservation de la fertilité, qu'il suffit qu'il y ait un plan, notamment sur le plan cancer, qui est né aussi de la pression des patients qui, d'abord, remerciaient leur oncologue d'avoir survécu à une maladie en se souciant peu des conséquences sur la fertilité, mais qui aujourd'hui, parce qu'ils guérissent, pourraient indexer le médecin qui ne leur a pas proposé l'accès à la préservation de la fertilité. Donc on voit bien qu'effectivement, vous avez raison, il y a prise de décision des pouvoirs publics à prendre, mais nous sommes demandeurs, enfin je veux dire, nous sommes comme vous. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire nous de plus, à part sombrer dans l'interdit, voire faire ce que Friedman appelle de ses voeux le plan pour la fertilité. On est tous en train de gigoter, effectivement, mais j'avoue qu'aujourd'hui, je suis comme vous, assez triste sur... Nous avons été demandés par la Chambre de biomédecine, il y a environ 2 mois, pour que les professionnels de santé élaborent un plan infertilité. Moi, j'ai participé dans ces plans, j'ai beaucoup travaillé, un peu pour rien, j'ai l'impression, et tout c'est pour développer la prévention, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il y a eu une réunion le 25 septembre. Les résultats de cette réunion au niveau de la Chambre de biomédecine a été plutôt désespérant parce que ce que nous avons proposé, et un tout petit peu entre parenthèses, ça ne rentre pas dans les priorités données. Alors, donc c'est un peu désespérant. C'est pour ça que nous comptons avec cette réunion pour diffuser quelque chose d'important sur l'endométriose et sur d'autres maladies. Tout commence pendant la grossesse de la femme. C'est-à-dire qu'il y a un très beau complexe in utero, les modifications épigénétiques commencent pendant la grossesse. Nous pouvons faire de la prévention. Il va falloir intervenir dans les maternités pour informer sur l'alimentation, parce que ce n'est pas uniquement que l'environnement, ce que nous respirons. Par exemple, les cosmétiques chez la femme enceinte, effectivement, tout ça semble un peu coercitif. Ça semble, effectivement, la femme ne peut plus fumer, plus boire l'alcool, plus se maquiller, plus il y a des choses à faire pour faire la couleur. Non, mais je donne des choses pratiques. Mais tous ces facteurs qui sont liés à des parabènes, à des BPA, qui ont été modifiés déjà par les industriels, par d'autres substances, parce qu'ils sont enlevés le parabène, ils sont enlevés le BPA, ils sont introduits d'autres choses, ces malins. Hein? Donc, encore pire, le parabène a été remplacé par quoi? On ne sait pas. Donc, effectivement, c'est très difficile de devenir la femme enceinte. Essayez de ne pas les chez le coiffeur. Voilà, c'est quand même... mais la prévention primaire devrait commencer pour dire n'utilisez pas les crèmes contre les vergetures, ça ne sert à rien. L'effet de passer des crèmes sur les ventres va provoquer peut-être des modifications épigénétiques. Ça, ce n'est pas l'environnement uniquement. C'est quelque chose qui correspond à notre vie quotidienne. Et le tout, c'est de savoir si nous sommes capables de passer une information réaliste à la femme pour ne pas la mettre dans la contrainte, d'éviter tous ces produits, rien qu'éviter tous ces produits, puis ces inexpositions. Le fœtus est très sensible dans différentes étapes de développement à tous ces facteurs que nous allons introduire. Donc nous devons développer déjà la formation. Et quelle information, quelle communication, sans mettre les choses dans la contrainte, les téléphones portables. Concernant les... On n'a pas évoqué le problème des téléphones portables. Il y a des études qui sortent concernant les ondes électromagnétiques. Je vous ai dit que la génération des machines 90 est déjà affectée énormément par l'endométriose. Donc il y en a de plus en plus de facteurs qui vont se rajouter. Mais on devrait déjà commencer par des choses d'information pendant la grossesse actuelle. Pour que nous, comme nous disons à nos femmes enceintes actuellement, ne prenez pas de poids parce qu'on sait que le surpoids pendant la grossesse va conditionner des maladies métaboliques à l'âge adulte. Autrement dit, plus de diabète, plus de surpoids. Donc elle comprend très bien quand on dit ça, plus grossir pendant la grossesse. Parce que beaucoup de femmes disent 20 kilos, ma mère a aussi 20 kilos. Or, on sait qu'il y a plus de diabète. Le diabète, c'est une cause métabolique majeure actuellement à l'âge adulte. Donc, elle le comprend bien. Leur dire pas de crème, pas de cosmétiques, pas de vernis à ongles, etc. Comment est-ce que nous développons cette information? On est loin des campagnes de l'environnement. Il faudrait déjà commencer qu'avec ça. Merci. Merci d'avoir fait d'appui pour le congrès du bureau, pour lequel on parle toi et moi. Et je vais continuer à faire de la séquence pub. Il y a d'organiser mercredi prochain, sous l'instigation de l'industrie agroalimentaire, je pense que c'était la note, quelque chose qui s'appelle les 1000 jours. Donc vous regardez sur ce dont a parlé Sylvia, qui est l'épigénèse. Donc les 1000 jours, c'est 300 quelques jours de la grossesse, mais c'est les 2 premières années de la vie de l'enfant. Et donc, voilà, ça aussi, ça fait partie des choses à aller regarder. L'autre chose, c'est que l'évolution de la société fait qu'avant, on faisait des enfants vers 25 ans, et que maintenant, moi, pour une patiente qui a 22, 23 ans, j'ai l'impression d'avoir fait la sortie de la maternelle, et d'avoir une patiente qui s'est trompée d'endroit. L'âge moyen de la primipare, dans la maternité que j'ai en charge,
est aux alentours de 34 à 35 ans. Ok, j'ai du CSP+, voilà, c'est chez les bobos de l'Est, je suis à Diaconesse, j'entends bien. Mais l'âge moyen de 34 ans, l'âge moyen en France, quand on a commencé, genre que je continue à énerver tout le monde, c'était 25, 26, 27, on est à 29 à 30 ans pour l'âge moyen d'un premier. Or, mesdames, vous l'avez vu, vos ovaires à 43 ans, ils descendent au tapis. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est inéluctable. Alors, il faut choisir entre la société et les enfants, et ça, c'est un choix que je ne peux pas faire. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je sais que tu n'es pas d'accord, c'est pour ça que je te pousse dans la provocation, parce que si on aide à des femmes, s'il y aurait une vraie politique au niveau du pouvoir public, de dire, quand les femmes font des études, quand on commence médecine, pour ma fille à 22 ans, qui a fait ma médecine, et qu'elle me dit, je dis, tu sais, il ne faut pas que tu aies 30 ans pour faire un bébé, qui c'est qui va me les garder, qui c'est qui va s'occuper. On est bien d'accord. Okay. Donc, s'il y aurait une vraie politique de santé pour protéger les femmes, pour aider à leur développement, ça aussi, c'est la prévention, ça, c'est des politiques de santé réelles. Il ne faut pas culpabiliser en train de dire aux femmes, une femme doit faire sa carrière, doit faire sa profession, elle divorce et se trouve famille monoparentale avec des problèmes économiques. Donc, ça serait bien, de proposer aux femmes une aide réelle pour qu'ils puissent faire des études, puissent se développer, d'accord, et qu'ils puissent faire leurs enfants en même temps. Mais il n'y a rien qui est prévu pour les femmes pour les aider à construire ces projets. Donc, on parle exactement, on parle ici, donc c'est d'accord avec nous, c'était la période biologique 25-35, etc. Donc, il faut trouver un moyen. Après, tu te mets en budget d'État, je suis un compte argentier, voilà ce que j'ai comme sous, j'ai rien, j'ai pas d'impôt. Est-ce que je suis les ronds pour l'Alzheimer ou finalement c'est des vieux? Est-ce que je suis les ronds pour le cancer? Est-ce que je suis les ronds pour le diabète? Est-ce que je prends en charge un diabétique qui a 80 ans ou est-ce que j'arrête l'insuline? Est-ce que je fais soleil vert? Est-ce que, etc. Voilà, non. Voilà, après, c'est, voilà. Ou est-ce que l'État qui me pompe des ronds et de plus en plus, toi aussi, les impôts on en a plus payé cette année, où est-ce qu'on les met? Voilà, d'où le débat. Mais je crois que le problème, c'est que nous manquons d'une politique réelle de fertilité dans les centres de développement de la prise en charge des jeunes et des aides aux femmes. C'est le gros souci. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas un plan de santé qui va dire qu'on va aider les femmes à travers des aides sociales, puisque c'est là que les choses se passent entre 22 et 25 ans. Ouais, où trouves-tu l'argent? On est d'accord. Une dernière question qui brûle. Oui, ici. Moi, un petit boutade pour commencer. En fait, il y a beaucoup de produits cosmétiques, etc., qui sont bio, complètement naturels. On peut continuer à se teindre les cheveux avec des pigments naturels, il n'y aura pas de problème. Juste une question, c'était sur l'infertilité que je qualifierais de sociale. Comment elle progresse? Quelle est sa part par rapport à la question de l'infertilité médicale? Qu'est-ce que vous appelez l'infertilité sociale? Sociale, c'est la femme seule, le couple homosexuel, c'est ce que j'appelle l'infertilité sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas médicale. Oui, alors moi je reçois, effectivement ça c'est nouveau, effectivement nous avons une augmentation entraînée. Moi à la consultation je reçois de plus en plus des femmes qui viennent me voir à 30 ans, 37 ans, 40 ans, qui n'ont pas de partenaire et qui viennent pour une congélation d'ovocytes. Effectivement, ça fait partie de notre consultation à l'heure actuelle, qui est un nette augmentation. Alors la question est, qu'est-ce que nous faisons face à ce type de situation? Non, la question c'est comment ça progresse. Si on part de zéro et qu'on arrive à 3 consultations par mois, évidemment c'est une progression énorme. Mais qu'est-ce que vous constatez, vous, même y compris madame qui parle de Catalogne, quelles sont les personnes qui... dans quelle proportion ça progresse? Voilà. Alors je ne peux pas vous donner des chiffres aujourd'hui parce que je crois que pour l'instant nous n'avons pas des chiffres concernant, mais c'est clair qu'à consultation. Alors après, je ne peux pas vous dire ce qui se passe à ma consultation parce qu'il y a quand même un bouche-oreille internet qui s'est fait. Il y a beaucoup de femmes homosexuelles qui viennent avec un projet. C'est le bouche-oreille, c'est pas clair, c'est interdit, etc. Donc peut-être ils vont dire allez la voir parce qu'elle est, je sais pas, elle est tolérante, elle accepte, je sais pas, elle est tolérante, pas tolérante. Je suis là pour conseiller que les gens fassent le moins pire possible en termes de prise en charge. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont paxées, puisqu'on a autorisé le mariage pour tous, mais on n'a pas suivi de ça une prise en charge parentale. Donc là, je ne donne pas des avis personnels, je ne les sais pas. Mais on a autorisé le mariage pour tous et il y a des femmes qui viennent paxer ou qui sont mariées
souhaitent une insémination. Donc effectivement, là, il y a une augmentation à cause de ces demandes. Il y a aussi, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup de femmes qui viennent pour des congélations d'ovocytes à 37, 38, 40 ans. Ça, c'est ce que je constate sur le terrain. Et je crois que ça fait partie de l'évolution de la société et des choses qui se passent. Alors après, nous savons vraiment, malheureusement, les problèmes de toute l'interdiction française. Et nous sommes là pour le Conseil de l'ordre nous autoriser suite à des menaces que nous avons eues à cause du manifeste que nous avons signé, nous a dit que nous sommes là pour conseiller les patientes. Donc, je ne refuse pas de recevoir ma consultation pour informer ce qui peut être fait parce que nous avons aussi fait part aux députés conseillers de Marisol Touraine le fait qu'il y a eu une mort d'une femme suite à une insémination par un sperme des donneurs, parce que vous savez qu'actuellement il y a ces trafics des spermes des donneurs qui viennent par la poste. Donc ça fait partie des dérives de la société actuelle dans lesquelles il y a quand même un changement dans les modes de vie, dans la société, qui n'est pas suivi des prises en charge. Donc nous devons éviter, tant que médecins, ces types de complications et avoir recours et informer qu'il ne faut pas utiliser du sperme qui vient par la poste pour faire des inséminations dans ces cas-là. Soit parce que la femme est seule et qui souhaite une auto-insémination avec un sperme donneur, soit dans les cas des femmes paxées. Oui, bon, c'est seulement de dire qu'à Catalogne, oui, on reçoit de plus en plus des femmes avec l'infertilité que vous avez dit sociale, hein, des femmes seules, mais c'est vrai qu'en Espagne, la loi nous permet, hein, ils ont les droits à l'accès à la PMA, en pagin bien sûr. Et on voit de plus en plus hein, la fertilité ou l'infertilité a beaucoup évolué dans les dernières années, et alors la demande des femmes seules aux femmes homosexuelles a beaucoup augmenté dans les dernières années. Bien. Donc on va conclure là-dessus, parce que je pense qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter, il est 11h30, et si on veut reprendre à des heures normales tout à l'heure, je vais remercier tous les orateurs. Oui, donc Olivia qui est... Alors, l'ultime question. J'avais une question, j'en avais plusieurs, mais j'en ai une en particulier pour le docteur Alvarez. Vous parlez de la recrudescence d'endométriose auprès des adolescentes. Quels sont les signes qui doivent alerter une mère quand sa fille est adolescente? Quels sont les symptômes qu'elle doit scruter attentivement et quand doit-elle consulter? Alors, merci pour cette question. Les deux symptômes majeurs, c'est les règles douloureuses et les règles abondantes. Il y a aussi dans les règles abondantes des causes qui sont liées à quelque chose de très courant, qui c'est la maladie des grandes, qui n'a rien à voir avec l'endométriose, c'est des troubles d'un facteur de coagulation qui doit être recherché. On ne doit pas les banaliser. Le problème, c'est que qui c'est qui voit l'adolescente? C'est le médecin traitant? C'est les gynécologues? Donc ça, c'est un problème aussi de santé publique. Qui c'est qui reçoit les adolescentes? Donc les deux symptômes, c'est les règles abondantes. Dépister une maladie de la coagulation est nécessaire parce que parfois il peut y avoir tout simplement un déficit des facteurs de vibrants qui se corrige rien qu'avec la pilule. Mais si les symptômes persistent, la pilule ne guérit pas l'endométriose. Deuxième chose à dire, la pilule ne guérit pas l'endométriose. Elle permet de soulager les symptômes, mais ça ne guérit pas l'endométriose. La séquence est toujours la même. Je prends la pilule parce que j'ai une règle douloureuse. Quand je souhaite un enfant, j'arrête et la règle douloureuse commence. Deuxième chose importante, je sais que j'ai mes règles car j'ai la diarrhée. Signe d'endométriose, délocalisation au niveau de l'intestin. Donc beaucoup de femmes disent j'ai des règles, je sais que j'ai mes règles car j'ai la diarrhée. C'est un autre symptôme important. Donc en général, actuellement, il faut une formation pour les médecins généralistes pour améliorer le diagnostic. Les pédiatres ne voient pas l'adolescente. Mais il n'y a pas assez de gynécologues en France actuellement qui voient l'adolescente.
et il n'y a pas assez de gynécologues tout court pour voir les femmes. Donc c'est encore un autre problème de santé publique que je soulève. Règles douloureuses et diarrhée et règles abondantes. Ça va se soupçonner. Faut-il faire une recherche d'endométriose à l'adolescente? La réponse est plutôt oui, même si on va lui donner la pilule, puisqu'elle n'a pas de projet de fertilité. Mais si on veut agir en prévention, il faut que le diagnostic soit fait. Parce que peut-être que l'endométriose des filles des années 90, elle est beaucoup plus agressive que l'endométriose des années 80. Peut-être, ça n'a pas été démontré, mais nous voyons des endométrioses avec Christophe Siffert qui sont d'une ampleur assez effarante. Donc peut-être qu'elle est plus agressive qu'il y a 20 ans, cette endométriose. Donc actuellement, la tendance, si on la met en évidence, il faut faire une IRM à la jeune femme, faire le diagnostic et prendre la décision, même si actuellement beaucoup de médecins qui sont en France un tout petit peu fermés sur le sujet, peut-être qu'une cystoscopie à l'âge de 20 ans, pour réduire la lésion d'endométriose, permettrait d'éviter les infécondités à l'âge de 30 ans. Il y a des traitements médicaux Alors, il n'y a pas de traitements à l'heure actuelle. Il n'y a pas de traitement, par exemple, comme les fibromes. Actuellement, nous avons pour les fibromes une molécule qui est assez extraordinaire, qui permet de réduire la taille des fibromes. Peut-être ces mêmes molécules, mais elle est actuellement en étude, permettrait éventuellement d'avoir une action sur l'endométriose en termes de guérison. Okay, mais pour l'instant, il y a des études qui sont en cours concernant cette molécule. Mais pour l'instant, les traitements de l'endométriose en cours, c'est des traitements qui vont traiter les symptômes des femmes qui sont souffrantes. Alors, je sais qu'ils n'ont pas le temps, mais dans le parcours de l'infertilité, la douleur qui est liée à l'altération de la qualité de vie liée à l'endométriose. L'endométriose, ce n'est pas une maladie qui va mettre en péril la vie de la femme, mais va altérer la qualité de vie. Et je crois que ça va s'inscrire aussi dans le parcours souffrance des patientes qui ont un long parcours des règles douloureuses, des diarrhées, d'altération de la qualité de vie au niveau sexuel. Puisque ça donne un symptôme qui s'appelle dysperménie, c'est-à-dire des rapports qui sont insensibles liés à des localisations de l'endométriose au niveau vaginal. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord que la fertilité avait beaucoup de choses émotionnelles, mais souvent, très souvent, il peut avoir associé ces parcours d'endométriose qui est extrêmement douloureux pour la femme, qui touche aussi la sexualité. Voilà, merci à tout le monde. Il faut savoir s'arrêter. Merci à vous tous d'avoir accepté de venir parler pour cette première table ronde. Donc il y a une petite pause et on reprend tout à l'heure. On va essayer d'étaler. Merci.